Grand B, donc, être soi-même, la question de la présence à soi. En réalité, en réalité, on peut distinguer et on doit distinguer deux approches de la question du moi. On doit distinguer deux approches de la question du moi. Une approche, il faudrait que les bavardages cessent dans cet angle-là. Une approche épistémique, où la question première est celle de la connaissance du moi. Et une question épistémique. Épistémé, ça veut dire la science, en grec. Et une question d'ordre pratique. En effet, lorsque Pascal se demande ce que c'est que le moi, on aurait bien répondu à cette question en disant que c'est le sujet d'une action. Le moi serait simplement le sujet d'une action. Or, la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir ce qui détermine l'assignation à un sujet d'une action. Qu'est-ce qui fait qu'on va attribuer une action à quelqu'un? Alors, c'est la question que pose à plusieurs reprises Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, mais en particulier dans le livre 2 et le livre 3 de l'Éthique à Nicomaque. Et la question est toujours la même. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique dans l'esprit humain que nous sommes les auteurs de nos actions? Qu'est-ce qui explique que nous sommes les auteurs de nos actions? Et ce qui est intéressant dans l'approche d'Aristote, c'est qu'il va distinguer différents degrés d'autorité de nos actions, c'est-à-dire du fait que nous soyons plus ou moins auteurs de nos actions, différents degrés d'autorité de nos actions, et donc différents degrés de responsabilité de nos actions. Pour Aristote, la responsabilité, l'autorité plutôt de nos actions, l'autorité de nos actions est liée à une faculté qu'il appelle la boulésis.
B-O-U-L-E accent aigu S-I-S. Et qu'on pourrait appeler la volonté délibérée de faire quelque chose. La boulésis, qu'on pourrait appeler la volonté délibérée de faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la boulésis? La boulésis, c'est la faculté qui nous permet non seulement de choisir un but, mais de choisir le meilleur moyen de parvenir à ce but. Et donc, quand je dis meilleur moyen, ça peut être le type de moyen, l'opportunité, le temps qu'on va choisir pour bien agir, etc., etc. Donc, la délibération, c'est ce que Aristote appelle la pro-airesis, A-I-R-E-S-I-S, la proairesis. La proairesis. Et la proairesis, c'est précisément ce moment où je vais passer à l'action, où je passe à l'action en choisissant un moyen d'agir. Et à côté ou en deçà, il y a ce que Aristote appelle l'écousion. L'écousion, E-K-O-U-S-I-O-N, et qui désigne toutes les actions dont je suis à l'origine, dont je suis le principe, mais dont je ne suis pas le principe de délibération. Par exemple, les actions intempérantes. Je sais que, je ne sais pas moi, je suis diabétique par exemple. Il ne faut donc pas que je mange de sucre, mais j'aime trop ça, donc je vais en manger. C'est une erreur de délibération pour Aristote. C'est une faiblesse de la volonté, ce qu'il appelle l'acrasie. Et l'acrasie, c'est précisément le fait de ne pas bien délibérer. Donc c'est ce qu'on appelle les actions, enfin c'est ce qu'Aristote appelle les actions intempérantes. L'intempérance étant une manière de désigner la faiblesse de la volonté, ou la faiblesse plutôt de la délibération chez Aristote. D'autres types d'actions sont les actions passionnelles.
Un type que je connais ni d'Ève ni d'Adam me met une claque dans la rue, je vais lui mettre un coup de boule immédiatement. Euh, c'est l'action sous le coup de la passion, ou plutôt, c'est l'action qui est plutôt une réaction. Et Aristote, par exemple, dans la rhétorique, va examiner les actions sous le coup de la colère, sous le coup de la jalousie, sous le coup de la passion amoureuse. Et il va dire, mais oui, mais toutes les passions ne sont pas à mettre sur le même plan. Il y a des degrés de responsabilité différentes en fonction du fait que nous agissons sous le coup de la colère, nous agissons sous le coup de l'angoisse, nous agissons, etc., etc., etc. Et enfin, il y a les actions effectuées par chantage. Et Aristote dit, mais même là, même dans le cas présent, nous sommes le principe de l'action. Lorsque nous agissons sous le coup d'un chantage, c'est bien nous qui agissons, même si nous ne sommes pas au principe de la délibération. Alors, je vous lis le texte en question. C'est un texte qui est tiré du chapitre 1 du livre 3 de l'éthique à Nicomaque. Je le mettrai en ligne sur le lien, en dessous du lien de la vidéo YouTube. De son côté, semble accompli par violence l'acte dont le principe vient de l'extérieur, un tel principe étant celui où l'on ne trouve aucune contribution de l'agent ou du patient. Ainsi, dans le cas où une bourrasque l'emporte quelque part, ou bien lorsque des personnes sont maîtres de lui. Autrement dit, il y a un cas, et un cas seulement, où les actions d'un individu sont véritablement involontaires, c'est lorsqu'une contrainte extérieure le pousse à faire quelque chose. Et quand je dis contrainte extérieure, j'entends une force extérieure qui le pousse. Par exemple, je ne sais pas moi, il va y avoir une bourrasque à 150 km/h qui va se mettre à souffler d'un seul coup. Je vais faire un écart sur la droite et je vais pousser quelqu'un du haut, je ne sais pas, d'une falaise. Suis-je responsable? Suis-je responsable? Pour Aristote, non. C'est une action qui est commise par force et une force extérieure à moi. Je ne suis pas l'auteur de cet acte et je ne peux pas en être tenu pour responsable. Et là, Aristote dit, ouais, mais il y a des cas où c'est plus gris, c'est plus compliqué. Il y a tous les cas où c'est par crainte de plus grands maux qu'un acte est exécuté ou en raison d'un beau motif. Par exemple, dans le cas où un tyran commande d'exécuter un forfait alors qu'il est maître des parents et des enfants qui auront la vie sauve si on l'exécute, donc c'est le principe de la prise d'otage, mais sinon trouveront la mort. Ces cas sont matière à controverse. Sont-ce des actes non consentis ou bien sont-ils consentis? Ainsi donc, de telles actions sont embrouillées, mais elles ont plutôt l'air d'être consenties. Elles font l'objet d'un choix au moment où on l'exécute. D'autre part, la fin de l'action est une considération d'opportunité. Il faut donc aussi se prononcer sur le caractère consenti ou non consenti de l'action au moment où elle s'exécute. Or, l'action est exécutée de plein gré, puisque le principe qui met en branle les membres servant d'outil dans ce genre d'action est un principe interne à l'agent, et que les actes dont le principe se trouve dans l'agent, il est en son pouvoir de les exécuter ou non. Donc, les actes de ce genre sont consentis, bien qu'à les prendre simplement, ils ne le soient sans doute pas. Personne, en effet, ne prendrait un parti de ce genre comme une fin en elle-même. Autrement dit, euh, ce que dit Aristote, c'est qu'il faut distinguer ici la fin et le moyen de l'action. Si nous ne choisissons pas la finalité des actions, de toutes nos actions volontaires,
Nous en voulons cependant le moyen. Alors, ce qu'il faut retenir de cette analyse d'Aristote, c'est que le sujet, l'ego, ici, est celui à qui on attribue une propriété ou une action. Et dans la langue grecque, en grec ancien, le mot attribuer, le verbe attribuer, c'est le même que le verbe accuser. Attribuer, cela veut dire en grec la même chose que imputer ou accuser. Donc être un sujet, c'est être quelqu'un qu'on peut accuser de telle ou telle chose. Hein, c'est le mot. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez allumer la lumière? C'est le mot, enfin c'est plutôt le verbe catégoria. Catégoria, cela veut dire les catégories logiques, mais ça veut dire aussi en droit. Ça veut, on voit rien, hein, vert sur rouge, merci. Catégoria, ça veut dire accusation, chef d'accusation, chef d'inculpation. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est précisément la question de savoir ce qui constitue le critère premier de responsabilité. Et pour Aristote, le critère premier de la responsabilité, ce n'est pas la présence à soi, ce n'est pas la présence à soi au moment de l'action, mais c'est bien la durée de la délibération. Okay. La durée de la délibération. Aristote va prendre un exemple qui peut nous servir de base pour essayer d'éclairer une affaire judiciaire récente qui est l'affaire Halimi. C'est l'histoire d'un... L'affaire Halimi, c'est un type qui fume 30 joints par jour depuis qu'il a 15 ans, qui fume tellement qu'il a des bouffées délirantes sans consommer de cannabis, et qui va... il est le voisin d'une vieille femme dont tout le monde sait qu'elle est juive, et il va forcer la porte de l'immeuble, monter jusque chez cette dame après avoir tabassé deux types, entrer chez cette femme en passant par l'appartement du voisin de cette femme, passer par le balcon et la torturer pendant des heures avant de la défenestrer. Et oui, c'est vrai. Défenestrer, ça veut dire balancer par la fenêtre. Ok. Un expert, enfin plutôt un comité d'experts psychiatriques, en a conclu qu'au moment au moment des faits, le suspect, l'accusé, n'était pas responsable de son action parce qu'il était il était sous l'effet d'une bouffée délirante et qu'il n'était absolument pas conscient de ce qu'il faisait à ce moment-là. Bon, je ne dirai rien sur le principe même de l'expertise psychiatrique, mais c'est très difficile de ne pas être conscient qu'on est en train de passer par une façade via un balcon pour rentrer chez quelqu'un et pour tuer cette personne-là. Oui. Alors il prend l'asile, effectivement, c'est-à-dire qu'il est, il est jugé comme non responsable pénalement. La question, et en fait Aristote prend ce type d'exemple, il prend, alors évidemment le cannabis, certes à mon avis ça devait pouvoir se cultiver quelque part comme en Égypte à cette époque-là, hein, au IVe siècle avant notre ère, mais hein, on se bourrait beaucoup plus facilement la tronche, donc il va prendre l'exemple d'un ivrogne qui va se battre
avec quelqu'un et qui va le tuer et qui le lendemain ne va avoir aucun souvenir qu'il a tué quelqu'un. Et Aristote se demande si le fait de ne pas être lucide au moment de l'action et de n'avoir même aucun souvenir de cette action est une circonstance qui permet d'atténuer, voire de supprimer totalement la responsabilité de l'accusé. Et Aristote va dire, ah non, en fait, c'est une circonstance aggravante. C'est une circonstance aggravante. C'est bien plus grave d'une certaine manière. C'est bien plus grave de tuer quelqu'un en état d'ivresse que de manière accidentelle. Okay. Et quel est le raisonnement d'Aristote? Aristote dit, ben, en fait, l'ivrogne, quand il boit, il doit délibérer sur les conséquences possibles et en réalité prévisibles, comme la perte de lucidité, de son ivrognerie. Imaginez, je ne sais pas moi, vous tuez, vous êtes au volant d'une voiture et vous écrasez quelqu'un et vous la tuez. Ok. Est-ce que c'est exactement la même chose de tuer quelqu'un dans cette situation-là quand elle traverse en dehors des clous de manière totalement imprévisible et que vous roulez sous la limite, sous la limitation de vitesse? Ou est-ce que c'est tout à fait la même chose? Est-ce que c'est la même chose que rouler à 90 sur une voie limitée à 50, être complètement défoncé, avoir été déjà contrôlé en état d'ébriété ou sous stupéfiant auparavant 3 fois, etc., etc. Est-ce que ça, c'est des circonstances atténuantes ou est-ce que ce sont des circonstances aggravantes? C'est aggravant, évidemment, c'est aggravant. Et donc Aristote va dire, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la présence à soi, la présence à soi n'est pas un critère suffisant pour déterminer la responsabilité personnelle, c'est bien plutôt la durée de la délibération, c'est-à-dire le fait d'être capable de prévoir les conséquences de son acte, qui détermine la responsabilité personnelle. Dit encore autrement, un ivrogne qui tue accidentellement un type dans une bagarre et qui en a aucun souvenir, c'est comme s'il avait prémédité son meurtre, c'est comme s'il avait prémédité son meurtre, parce qu'il aurait dû délibérer que c'est une conséquence possible de son ivrognerie. La question que pose Aristote, c'est précisément de savoir ce qu'on appelle être vraiment soi-même, être dans son état normal. Et cette question, il la pose, il faut que je retrouve le texte, cette question, il la pose au livre 2 de l'éthique à Nicomaque. Voilà. Je vous présente le texte brièvement avant de le lire, et vous allez voir, il y a un lien à faire entre ce texte et le cours sur la culture. Que va dire Aristote? Aristote va dire que naturellement, nous ne sommes ni bons ni mauvais, que les vices et les vertus ne naissent pas spontanément en nous, mais qu'ils sont inscrits en nous à titre de potentialité. Nous pouvons devenir bons ou mauvais.
Et comment? Par une certaine habitude. C'est en forgeant que nous devenons forgerons, et c'est en se comportant de manière bonne que nous devenons bons. Et la question va être effectivement de savoir quelle est notre nature et ce que nous sommes vraiment. Alors je lis le texte et je l'explique. Je lis le texte d'une traite parce que c'est un texte qui est cohérent et je l'explique après. Aucune des vertus morales ne naît naturellement en nous. En effet, rien ne peut modifier l'habitude donnée par la nature. Par exemple, la pierre qu'entraîne la pesanteur ne peut contracter l'habitude contraire, même si un nombre incalculable de fois on la jette en l'air. Le feu monte et ne saurait descendre. Et il en va de même pour tous les corps qui ne peuvent modifier leur habitude originelle. Ce n'est donc ni par un effet de la nature, ni contrairement à la nature que les vertus naissent en nous. Nous sommes naturellement prédisposés à les acquérir, à condition de les perfectionner par l'habitude. De plus, pour tout ce qui est donné par la nature, nous n'obtenons d'elle que des dispositions, des possibilités. C'est à nous ensuite de les faire passer à l'acte. Cela est visible en ce qui concerne les sens, car ce n'est pas par de fréquentes sensations de la vue et de l'ouïe que nous avons acquis ces deux sens. Bien au contraire, nous les possédions déjà et nous les avons employés. Ce n'est pas l'usage qui nous les a donnés. Quant aux vertus, nous les acquérons d'abord par l'exercice, comme il arrive également dans les arts et les métiers. Ce que nous devons exécuter après une étude préalable, nous l'apprenons par la pratique. Par exemple, c'est en bâtissant que l'on devient architecte, en jouant de la cithare que l'on devient citharède. De même, c'est à force de pratiquer la justice, la tempérance et le courage que nous devenons justes, tempérants et courageux. La preuve en est que ce qui se passe ordinairement, La preuve en est ce qui se passe ordinairement dans les cités. Les législateurs, en les habituant, forment les citoyens à la vertu, et c'est bien là l'intention de tout législateur. Tous ceux qui ne s'y prennent pas ainsi manquent leur but, attendu que c'est par là seulement qu'une cité diffère d'une autre cité et une bonne cité d'une mauvaise. En outre, les mêmes causes expliquent encore la naissance et l'altération de toute vertu, comme de toute technique. C'est par la pratique de la cithare que se forment les bons et les mauvais musiciens. Il en va de même pour les architectes et les autres spécialistes. À force de bien ou de mal construire, on devient bon ou mauvais architecte. S'il n'en était pas ainsi, on n'aurait pas le moins besoin du monde des leçons d'un maître et l'on serait de naissance bon ou mauvais spécialiste. Il en va donc de même des vertus. C'est par nos manières d'observer les contrats avec nos semblables que nous devenons les uns justes, les autres injustes. À force d'affronter les situations dangereuses et de nous habituer à la crainte et à l'audace, nous devenons courageux ou pusillanimes. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne le désir et la colère. En un mot, des activités semblables créent des dispositions correspondantes. Ainsi faut-il exercer nos activités d'une manière déterminée, car les différences de conduite engendrent des habitudes différentes. La façon dont on est élevé dès l'enfance n'a pas, dans ces conditions, une mince importance, que dis-je. Cette importance est extrême, elle est tout à fait essentielle. Alors que dit Aristote? Donc c'est le chapitre 1 du livre 2, c'est-à-dire le tout début du livre 2 de l'éthique à Nicomaque. Que dit Aristote dans ce texte? Aristote dit que rien en nous ne peut être contre notre nature, mais tout en nous n'est pas par notre nature. Autrement dit, rien de ce que nous pouvons faire ne peut aller contre notre nature,
parce que notre nature détermine la borne de tout ce qui nous est possible, les bornes de tout ce qui nous est possible. Agir contre notre nature, ça serait sortir des bornes que la nature nous a assignées, ce qui semble être une impossibilité pour Aristote. Et en même temps, tout en nous n'est pas par nature, c'est-à-dire tout n'est pas intégralement déterminé en nous. Et on pourrait dire que la nature est l'ensemble des bornes, la nature est l'ensemble des bornes qui déterminent ce qu'il y a en puissance en moi. Qui peut savoir ce que je vais être à ma naissance? Personne. Mais plus je vais agir d'une certaine manière, plus mon chemin va être tracé dans une direction plutôt que dans une autre. C'est le principe même des choix que je vais faire dans ma vie. Autrement dit, c'est par certaines actions, et surtout par certaines actions répétées, habituelles, que certaines de nos potentialités deviennent des vices ou des vertus. Aristote prend l'exemple de la pierre qu'on peut balancer 100 fois en l'air, ça ne veut pas dire que la 101e fois elle sera volée. En revanche, quand je fais 100 fois quelque chose, quand je commets 100 fois la même action, en me perfectionnant à chaque fois, ça va avoir des effets sur moi. Ça va avoir des effets sur ma nature. Je vous renvoie au texte de la République de Platon, où il parle du métier d'acteur et où il dit effectivement, à chaque fois qu'on imite quelque chose, celui qui imite retient quelque chose de la nature de ce qu'il imite. Les garçons jouent à la guerre, et d'une certaine manière, ça va développer un certain type de tempérament chez eux. C'est le principe d'un certain type de jeu, d'un certain type d'éducation. C'est le principe de l'athlétisme, c'est le principe de toutes les compétences qu'on peut développer, c'est par l'exercice qu'on développe des compétences techniques, mais aussi des vices et des vertus morales. Autrement dit, ce que montre Aristote, c'est qu'une certaine quantité de temps, autrement dit une certaine durée, finit par produire une certaine qualité d'être. Une certaine quantité de temps finit par produire une certaine qualité d'être. À force de construire, je deviens architecte. Autrement dit, j'actualise une potentialité que je finis par incarner pleinement. Et donc, il faut comprendre ce que Aristote entend ici par nature. Qu'est-ce que c'est que ma nature? Cela signifie au moins 3 choses chez Aristote. Premièrement, la nature est l'ensemble de ce que je peux faire. C'est la totalité de ma puissance, la nature. Tout ce qu'il m'est possible de faire, tout ce dont je suis capable de faire.
tout ce que je suis capable de faire, pardon. Donc la nature, c'est, on pourrait dire, mon potentiel. Ce que les Grecs appellent l'énergeia, qui va nous donner l'énergie. Deuxième sens de la nature, c'est précisément l'actualisation de ses potentialités dans une forme qui devient parfaite. Troisième sens de la nature, la nature est ce qui permet de définir essentiellement un être. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Au livre 1 des Politiques, Aristote va dire que l'homme est par nature un animal politique, un zoon politikon. Il est physique zoon politikon, l'être humain. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire trois choses. Premièrement, l'être humain a la potentialité de vivre en société. Il a la capacité de vivre en société. Ce que tous les animaux ne sont pas capables de faire. Okay. Donc l'être humain peut vivre en société, contrairement à d'autres. Pour cela, il se distingue d'autres animaux. Deuxièmement, cela veut dire qu'il s'accomplit de manière excellente dans la société et non dans la solitude. Et troisièmement, cela veut dire que la vie en société, la vie politique, c'est une caractéristique essentielle de l'être humain sans laquelle on ne peut pas le penser. Pour répondre à la question qui quand même pose un problème, que sommes-nous vraiment pour Aristote? Que sommes-nous vraiment? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une question qui n'est pas figée dans le temps et qui ne peut pas avoir de réponse claire avant d'avoir un peu vécu. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes naturellement, spontanément, au départ, ce ne sont que des potentialités. L'enfant en particulier n'a pas de caractère prédéfini, dit Aristote. Il n'a pas de caractère déterminé. Mais c'est une réponse à laquelle c'est une question à laquelle on peut apporter une réponse de plus en plus précise à mesure que se forgent nos habitudes. Aristote va dire que l'habitude est comme une seconde nature. Comme une seconde nature. Alors, je vous retrouve la référence exacte du texte. Il me semble que c'est l'éthique à Nicomaque aussi. Ah non, autant pour moi. Enfin, il y a aussi cette idée-là dans l'éthique à Nicomaque.
C'est dans les petits traités d'histoire naturelle. Les petits traités d'histoire naturelle. Car l'habitude est déjà comme une seconde nature. C'est pourquoi nous nous souvenons rapidement des choses auxquelles nous pensons souvent, car de même que naturellement telle chose vient après telle autre, de même il en est ainsi grâce à l'acte de l'esprit. Et la répétition engendre comme une nature. La répétition engendre comme une nature. Mais la question qui se pose alors est de savoir si notre être habituel est notre être authentique. Sommes-nous vraiment ce que nous sommes habituellement? Ou faut-il faire d'un autre caractère le fondement de notre identité? Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, ça sonne à quelle heure? Ça va pas tarder? Ok. Ce que je voudrais que vous fassiez pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour demain, c'est que vous alliez rechercher sur Wikisource le texte de la deuxième méditation métaphysique de Descartes. Simplement faire ça. Avoir un onglet déjà prêt. Vous allez chercher le texte sur Wikisource de la deuxième méditation métaphysique de Descartes. Et en fait, l'œuvre complète qu'on va étudier cette année, c'est la deuxième méditation métaphysique. Okay. Allez, zoom, zoom, zoom. Bonne journée. Et on se dit à demain.